tous nos remerciements à M. Jacques Delarosière d'avoir partagé avec nous ces perspectives éclairantes. Et je vous invite sans plus attendre à ouvrir le panel 1 sur le thème « Comment faire notre métier dans un monde très volatile ». Et je demande donc à M. Jean-Laurent Granier, Mme Michaela Koller, Mme Sonia Rotiers, M. Martin Merlin et Mme Natacha Valla, en sa qualité de modérateur, à venir sur la scène. Merci beaucoup. Je pense que le micro fonctionne. Bienvenue dans le premier panel de cette journée. Après un discours très instructif auquel j'ai été particulièrement sensible, cher Jacques, sur la politique monétaire. On y reviendra peut-être de façon ponctuelle dans notre propos. Le thème du panel que vous avez en face de vous, c'est effectivement comment être opérationnel dans un environnement où il y a beaucoup plus de volatilité. Cette volatilité étant associée à des facteurs qui sont particuliers à notre époque. On a une volatilité liée à l'incertitude des grandes politiques économiques et des grands axes géopolitiques. On parle bien sûr de la guerre commerciale, bien sûr du Brexit, mais aussi de façon plus générale la géopolitique mondiale. Il y a aussi, par rapport à ces risques, les facteurs climatiques qui deviennent de plus en plus prégnants et de plus en plus présents dans les développements du monde financier, et évidemment l'évolution technologique telle qu'on la connaît tous, mais telle que la connaît en particulier le monde financier et le monde des assureurs. Alors j'ai l'honneur de présider un panel de très haut niveau aujourd'hui avec Monsieur Martin Merlin, donc, qui est le directeur pour les banques et les assurances à la commission, à la DG FISMA. Michaela Koller, qui est directeur général de Insurance Europe. On a noté qu'on a un gender balance du panel qui est suffisamment rare pour être souligné. Sonia Rotiers, ou Rotiers, je ne suis pas sûre de la prononciation, en tout cas, who is CEO of Lloyd's in Brussels. J'ai d'emblée employé le français. D'accord. Et enfin, Jean-Laurent Granier, qui est le CEO de Generali ici en France. Donc, bienvenue à tous. Avant d'ouvrir le propos et de donner une fenêtre d'introduction aux panélistes, on m'a gentiment proposé de faire une introduction illustrée. Et l'introduction illustrée va s'articuler particulièrement bien avec le propos, le discours de Jacques, puisque tous les transparents que vous souhaitiez montrer, je vais le faire. Et donc ça vous montre un peu l'ouverture d'esprit du personnel des banques centrales aujourd'hui, et ça illustrera, j'espère, peut-être la pluralité des vues que produisent les staffs des banques centrales, et aussi le fait que finalement le résultat final des décisions de politique monétaire, c'est un compromis, mais un compromis où il y a beaucoup de points de vue différents. Alors je vais prendre une toute petite dizaine de minutes pour le faire, en commençant par les grandes masses que Jacques évoquait tout à l'heure. Les premières grandes masses que je vais évoquer, elles auront trait à l'évolution des taux d'intérêt, en particulier des taux longs, aux évolutions de l'inflation et des anticipations d'inflation, du facteur réel dans l'évolution des taux longs et ce qu'on peut en tirer pour la politique monétaire. Premier point, les taux d'intérêt longs sont très bas, Jacques l'a très longuement évoqué. Ils sont très bas, vous l'avez ici, décomposés en facteurs du fait, effectivement, Jacques, de la politique économique en bleu de la zone euro, de la politique économique en vert des États-Unis, et aussi liés à l'évolution de certains facteurs de risque en violet, mais qui sont une contribution assez mineure. Deuxième grand phénomène sur les taux d'intérêt, le déclin des taux à long terme sans risque est plutôt lié. Alors ici, vous avez l'évolution des taux longs aux États-Unis et dans la zone euro, sont plutôt liés à un écrasement des primes de terme. C'est la décomposition que vous avez sur la droite en vert et en bleu vous donne la contribution des primes de terme en vert et des anticipations de taux en bleu. Donc effectivement, cet écrasement des taux que Jacques évoquait dans l'espace des spreads crédits, on l'a de façon très généralisée. Effectivement, c'est une volonté de la politique monétaire que de venir écraser cette courbe sur la partie longue.
Un troisième élément sur ces taux bas et l'effet de ces taux bas sur les prix d'actifs, c'est le fait que quand on regarde l'évolution des prix des actions, donc des cours d'actions, vous l'avez ici, par rapport au niveau de mi-2018, et qu'on décompose les facteurs qui ont affecté cette évolution des cours boursiers, vous avez de haut en bas des contributions positives qui ont été compensées par des contributions négatives. La contribution positive la plus importante en jaune, c'est le taux d'intérêt, le taux le discount rate. Donc les taux bas, effectivement, contribuent à maintenir une dynamique au niveau des cours d'actifs, sachant que la deuxième contribution, Jacques, vous l'évoquiez, c'est la politique de dividendes, de rachat de titres qu'on a de façon moindre en Europe par rapport aux États-Unis, mais effectivement, c'est un facteur qui apparaît de façon assez importante, alors que dans le sens inverse, les primes de risque sur les actions et les perspectives de rendement futur sont des facteurs négatifs sur ces marchés. Alors, derrière tout ça, et vous l'évoquiez, il y a des facteurs de long terme qui ont trait à, on peut appeler ça la stagnation séculaire, il y a des facteurs démographiques, mais quand on décompose le taux long nominal, enfin en en composant une composante réelle et une composante nominale, c'est effectivement le taux réel qui est très très bas aujourd'hui. On a également un ajustement assez tendanciel vers le bas, et c'est le graphique de droit, des anticipations d'inflation, en tout cas telles qu'on les mesure sur le marché. Donc voilà la configuration actuelle, et effectivement, il y a les facteurs structurels de long terme qui affectent ce qu'on appelle dans le jargon le R-star, donc le taux d'intérêt réel d'équilibre. Je n'ai pas de réponse à donner là-dessus. C'est vrai que la politique monétaire a pour vocation de faire baisser et d'aplatir la courbe des taux aujourd'hui, et elle a annoncé qu'elle souhaiterait le faire encore pour quelques années. On doit mener une réflexion, et cette réflexion est devant nous en Europe, elle est en cours aux États-Unis, sur le niveau d'équilibre des taux réels de long terme, et donc de façon corollaire sur la stratégie de politique monétaire, et en particulier sur le niveau de la cible d'inflation. Alors là, autant sur le reste, sur les mesures de stance, la messe a été un peu dite, autant sur la révision de la stratégie de politique monétaire, le travail est devant nous, et je pense que la BCE va essayer d'avoir un exercice le plus ouvert possible sur le monde académique, sur les participants de marché, pour nous informer sur cet exercice-là. Alors, quid de la conjoncture que j'évoquais en ouverture ? On est aujourd'hui sur une situation cyclique où on observe un ralentissement mondial. Les choses n'ont pas tellement évolué sur les derniers mois. Ralentissement mondial avec risques liés toujours à la guerre commerciale, au Brexit pour ce qui nous concerne. Quand on analyse un petit peu ce qui se passe dans l'économie réelle, et c'est ce que nous donnent les indicateurs PMI avancés d'activité économique, ces indicateurs sont tendanciellement à la baisse, essentiellement liés à l'évolution du secteur manufacturier. Le secteur des services se tient encore plutôt bien. On voit un petit peu j'allais dire de pollinisation, mais de transfert de la faiblesse du manufacturier au service, mais ça reste quand même marginal. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Un dernier point peut-être sur les implications entre ces facteurs financiers, ces grandes masses financières que Jacques évoquait, que j'évoquais tout à l'heure, et le financement de l'économie réelle, le financement des entreprises. Vous avez ici sur la gauche, et je pense que ce sera l'avant-dernier graphique que je vous présenterai, le financement externe des entreprises non financières dans la zone euro. Et ce financement externe-là, donc il est exprimé en flux brut, en milliards d'euros. La décomposition de ce financement-là nous montre qu'il y a effectivement beaucoup de dettes, encore majoritairement de la dette bancaire, de l'émission obligataire pour ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire pour ceux qui ont des marchés suffisamment liquides et profonds. C'est le cas des entreprises françaises et d'autres pays européens aussi. Il n'y a pas d'equity, il n'y a pas d'émission d'actions. Donc on a effectivement là une question de structure de la finance externe des entreprises qui nous envoie peut-être un message aussi sur la pérennité du modèle de croissance. On voit aussi, alors j'aimerais ajouter par rapport à ce que disait Jacques, qu'on voit des nouveaux investisseurs en equity ou en equity-like, notamment le nombre des assureurs qui nous intéressent de plus en plus à la Banque centrale aujourd'hui, parce qu'on a envie de comprendre, même si les banques constituent le
facteur principal de transmission de la politique monétaire. On a conscience aussi qu'étant donné le fait qu'on achète beaucoup de titres aujourd'hui et que la politique est essentiellement quantitative, elle le redevient par le biais des achats nets qu'on va réactiver à partir de la semaine prochaine avec l'arrivée de notre nouvelle présidente. On a conscience que ces titres-là, il y a une rareté sur le marché des titres obligataires sans risque, et les assureurs, les bilans des assureurs sont très exposés, notamment à la valorisation de ces titres-là. Donc on regarde de plus en plus de façon granulaire. Ce qui nous intéresse de plus en plus aussi, c'est de voir comment les assureurs, par le biais des fonds d'investissement, et les assureurs français sont quand même très friands de fonds d'investissement, sont quand même capables de venir s'exposer à de l'equity, à de l'action. Donc ça, ce sera peut-être un propos dont qu'on pourra évoquer. Mais voilà, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le financement externe des entreprises est essentiellement par le biais de la dette, et ça s'explique en partie sur le graphique de droite où vous voyez le coût relatif du financement externe, avec le coût le plus important sur la courbe rouge au sommet qui est le coût de l'equity, qui est largement supérieur au coût moyen de refinancement, qui est la courbe bleu ciel, et en tout cas encore plus par rapport au coût de refinancement de dette, que ce soit sur le marché ou par le biais des banques. Alors, je contrôle le chronomètre et je pense que je vais m'arrêter là pour donner la parole à mes panélistes. Donc, Martin Merlin, je vais peut-être vous permettre de donner quelques remarques, éventuellement sur les enjeux de régulation qui font face au secteur assurantiel aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais ramener un petit peu la discussion progressivement vers le secteur de l'assurance à proprement parler. Il y a un certain nombre de facteurs qui génèrent de la volatilité dans le bilan des compagnies d'assurance. Je mentionnerai évidemment les taux d'intérêt. On observe que les taux sur les obligations françaises d'État sont maintenant négatifs jusqu'à une maturité de 16 ans. Et ceci a évidemment un impact sérieux potentiellement sur la solvabilité des entreprises d'assurance vie en particulier, à travers une pression qui s'exerce sur les futurs profits de ces entreprises, et aussi à travers une pression accrue et une vulnérabilité qui expose ces entreprises dans le cas où les taux d'intérêt seraient amenés à baisser davantage. C'est le premier point. Deuxième point, il y a évidemment la situation sur les marchés d'actions, avec beaucoup d'incertitudes liées aux tensions commerciales internationales, liées également au Brexit. Et on ne peut pas écarter le risque d'un retournement des marchés avec un flight to quality qui pourrait avoir des implications sérieuses en termes de stabilité financière. Alors, comme vous le savez, nous devons revoir le cadre réglementaire qui s'applique au secteur de l'assurance d'ici la fin de 2020. Et nous sommes censés faire des propositions législatives afin d'améliorer ce cadre. Nous nous efforçons donc de tenir compte de ces facteurs de volatilité dans la révision du cadre Solvabilité 2. Et je mentionnerai quelques points à cet égard. Il y a d'abord la revue des mesures de garantie de long terme. Ici, nous voulons examiner en particulier le sujet du Volatility Adjustment pour s'assurer que les règles dans ce domaine, qui sont actuellement dans Solvabilité 2, permettent effectivement de bien gérer le risque de volatilité de court terme et l'impact que cela peut avoir sur les ratios de solvabilité. Nous savons que sur cette question du Volatility Adjustment, les vues sont très diverses et donc ces prochains mois, un travail important devra être fait afin de déterminer si on doit revoir les règles applicables au Volatility Adjustment.
Nous nous proposons aussi, dans la révision du cadre de solvabilité 2, d'étudier le risque de taux d'intérêt. Il faut reconnaître que le cadre actuel ne reflète pas la réalité que nous constatons, dans laquelle on observe des taux d'intérêt négatifs, et ceci peut avoir un impact sérieux sur la protection des détenteurs de police. Donc nous allons regarder ce sujet, et dans ce domaine, il nous faudra en particulier des études quantitatives les plus robustes possibles. Il y a ensuite le sujet de la marge de risque, la risk margin, qui est évidemment très liée au niveau des taux d'intérêt. Ici, nous avons demandé à EIOPA de faire une évaluation générale des règles applicables à la risk margin. Et pour ce faire, la contribution des entreprises d'assurance sera particulièrement importante afin que nous ayons les meilleures données possibles. Alors, nous devrons aussi examiner la question des placements à long terme. Nous entendons évidemment beaucoup d'acteurs de marché nous dire que l'utilisation de la valeur de marché pose problème, et également que le calcul des exigences de capital avec un horizon d'un an pose problème également. Donc nous entendons ces préoccupations. Cela étant dit, il faut reconnaître que la baisse des placements en actions est une tendance lourde qui date déjà des années 90. Donc on ne peut pas dire que Solvabilité 2 est le seul responsable. C'est en effet un cadre qui a été introduit il y a uniquement quelques années. Donc il y a une tendance lourde ici qui est à l'œuvre, mais c'est un sujet que nous devrons examiner. Nous avons déjà modifié le cadre Solvabilité 2 afin de faciliter les placements de long terme, notamment dans des projets d'infrastructure et dans certains types d'actions. Il sera important de examiner comment ces nouvelles règles fonctionnent, quels impacts elles ont, mais nous sommes évidemment prêts à discuter de la possibilité d'aller plus loin. Je voudrais brièvement, comme j'ai la parole, mentionner encore deux points qui sont importants pour la nouvelle commission qui devrait démarrer dans quelques semaines. Il y a d'abord évidemment le risque climat que vous avez mentionné, Natacha, et la finance verte. Il s'agit à l'évidence d'un domaine dans lequel les entreprises d'assurance peuvent jouer un rôle tout à fait déterminant. D'abord en intégrant mieux les considérations de soutenabilité dans le conseil financier et dans les pratiques de gestion des risques. Nous espérons très prochainement avoir un accord législatif sur une taxonomie qui va nous permettre de déterminer ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Nous espérons aussi bientôt finaliser nos travaux sur un standard européen dans le domaine des green bonds. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous espérons une contribution très, très active du secteur de l'assurance qui peut vraiment nous aider à rendre notre économie plus verte. Deuxième point que je voudrais mentionner, qui sera aussi une priorité pour la nouvelle commission, c'est évidemment la digitalisation et le basculement progressivement vers une big data economy. Ici, il faut s'attendre évidemment à davantage de concurrence qui va s'exercer dans le domaine de l'assurance. Donc il sera important que les compagnies d'assurance sachent revoir leur business model, revoir la façon dont elles opèrent et la façon dont elles passent les contrats. Ce sera un sujet très important pour la nouvelle commission. Nous nous efforcerons
d'établir un cadre réglementaire qui favorise l'innovation, tout en étant très vigilant notamment sur la question du risque cyber, qui pourrait nécessiter l'établissement d'un cadre législatif au plan européen afin de faire monter le niveau de sécurité à cet égard dans tous les pays de l'Union. Très bien. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, which is a nice transition for you, Michaela, to give us the... Une belle transition pour vous, Michaela, pour nous parler du point de vue de l'industrie. Comment est-ce que vous établissez le lien entre ces priorités dans les différents défis ou opportunités? S'agit-il de défis ou d'opportunités pour vous? Merci beaucoup. J'espérais que Martin allait préparer la voie pour moi, et il l'a fait. J'ai regardé la nouvelle commission et ses ambitions, les ambitions formulées par la nouvelle présidente. Elle a 6 grandes ambitions, et quand on regarde ces 6 grandes ambitions, 4 de ces ambitions sont telles que le secteur de l'assurance voit des défis ainsi que des opportunités où on peut voir des liens. Enfin, là où on peut contribuer pour la commission. Je commence tout d'abord avec l'idée d'une Europe plus forte dans le monde. La première chose que nous avons fait, c'est de vérifier ce qu'il s'est passé lorsque la commission Juncker est arrivée au pouvoir. Quelle était la situation? Quand on regarde il y a 5 ans, le secteur de l'assurance en Europe était le secteur régional le plus grand par prime au monde. 5 ans plus tard, il y avait l'Amérique du Nord qui nous ont dépassés, ainsi que l'Asie. 5 ans plus tard, l'Asie, c'est le secteur d'assurance le plus grand au monde. Ils ont grandi énormément, ainsi que l'Amérique du Nord, pas autant, et le marché s'est rétréci pour l'Europe. L'Asie a grandi en raison de la taille de la population, c'est clair, mais nous avons regardé dans quelle mesure les réglementations font la différence. On sait que la solvabilité 2, c'est le cadre le plus sophistiqué au monde. Et cherchait à être, enfin, est considéré comme le cadre clé par beaucoup de superviseurs à travers le monde. L'an dernier, on a parlé avec les superviseurs chinois, pas avec l'industrie, ou les superviseurs japonais. Et ils nous disent qu'on aime Solvabilité 2. On voudrait le copier, mais vous savez, on va prendre les bonnes parties, parce qu'on ne veut pas punir notre industrie. On ne veut pas tuer notre secteur de la retraite ou l'industrie à long terme. Enfin, j'en parlerai dans un instant. Il y a beaucoup de bons points parce que le secteur d'assurance en Europe soutient Solvabilité 2. C'est important. Mais en Amérique du Nord, ils ont gagné massivement et ils disent qu'ils rejettent Solvabilité 2, mais pour les mêmes raisons que les autres qui disent qu'ils ne prennent que les bonnes parties. Autrement dit, le traitement des activités à long terme. Eh bien, le défi pour nous, et là également, il y a une différence quand on regarde comment nos superviseurs voient leurs tâches. Les Chinois, les Japonais, et les Américains nous disent qu'ils ont besoin de penser à la croissance et à la compétition derrière la tête. C'est une des considérations. En Europe, quand on parle avec la communauté des superviseurs, on ne l'entend jamais. Est-ce bon ou mauvais? Tout au moins, c'est quelque chose dont il faut débattre. Pour nous, par conséquent, la révision 2020, c'est un défi ainsi qu'une opportunité. Et on espère que le traitement à long terme sera un sujet à débattre. Vous savez, pour ce qui est de la libération des capitaux, parce que nous sommes profondément convaincus du fait que ce sera justifié. Une deuxième ambition clé qui a été déjà présentée, il s'agit là du Green Deal européen. Les assureurs jouent un rôle essentiel à 2 égards. D'un côté, nous sommes des investisseurs, bien entendu, et nous sommes aussi des souscripteurs pour ce qui est des risques climatiques. Côté investisseurs, on sait qu'on doit avoir 180 milliards d'euros d'investissement par an pour atteindre les objectifs climat.
En 2018, on a contribué environ 50 milliards. Il y a déjà un engagement fort dans notre secteur. Il y a des problèmes, dont le premier... Enfin, je pense qu'il est important de dire que nous ne sommes pas un secteur qui pense qu'il faut avoir quelque chose de vert qui est plus favorable. Non, nous sommes satisfaits avec l'approche basée sur le risque avec solvabilité 2. On veut le garder. On pense que ça doit être basé sur le risque. Mais il y a deux types de problèmes. Il n'y a pas suffisamment d'actifs dans lesquels investir. Il y a trop de disruptions pour ce qui est de ces produits. Et le deuxième problème, c'est que la plupart des actifs soutenables sont à long terme. Et là, on revient au problème du traitement à long terme. Donc, encore une fois, la solvabilité 2, c'est un défi, mais ainsi qu'une opportunité pour nous. Une souscription durable, c'est intéressant également. Il y a beaucoup de pression par public pour retirer la couverture pour les fournisseurs d'énergie traditionnels. Il y a beaucoup de pression. Mais quand on regarde de près en Europe, qui est la région la plus avancée au monde, il n'y a pas un seul État membre qui peut couvrir ses besoins de consommation énergétique uniquement avec du renouvelable. Par conséquent, je regarde la Pologne et d'autres pays, on doit toujours souscrire des risques pour ce type de fournisseurs. Mais nous, en tant qu'industrie, ce que nous cherchons, c'est une coalition de plusieurs partenaires, pas simplement la pression sur le secteur d'assurance, pour pouvoir soutenir cette transition. Et là, je passe à la troisième grande ambition, où on a un rôle important à jouer. La von der Leyen a dit également qu'elle voudrait avoir une économie qui œuvre pour le peuple. Et là, on pense tout d'abord au système de retraite. Nous avons une exigence d'épargne de 2 trillions de plus pour combler le fossé que nous avons actuellement en matière de la retraite. Le secteur de l'assurance peut jouer un rôle positif à cet égard. Ce que nous avons vu depuis 5 ans, c'est un déplacement pour aller vers les produits, les unités de compte. Et cette industrie peut encore prendre des risques. Évidemment, nous sommes dans un environnement à faible taux d'intérêt, nous le savons. Nous avons adapté notre politique d'assurance. Nous avons également adapté nos produits. Mais on peut toujours fournir des garanties qui font du sens. Mais encore une fois, il faut avoir le bon traitement pour nos produits et pas un traitement qui exagère la volatilité. Je reviens toujours donc aux opportunités que nous voyons avec la révision de la solvabilité 2. Je ne peux pas parler d'une économie qui œuvre pour le peuple sans parler de PRIPS. Quand on parle de la volatilité, il faut parler de l'ensemble de la volatilité. Comme je l'ai dit, avec solvabilité, ils cherchent largement la solvabilité et s'ajuster à long terme. La proportionnalité peut-être, mais quand il s'agit de PRIPS, on demande de la stabilité. Pourquoi? Quand on regarde PRIPS, c'est un désastre. Nous ne pouvons pas informer nos consommateurs correctement. Nous avons des réglementations, mais beaucoup de mauvaises informations. Au pire, il faut dire à nos clients qu'ils vont gagner 300% sur un produit, et ce n'est pas vrai. Mais c'est la méthodologie employée. Par conséquent, il y a un problème. Mais en tant que fournisseur, il y a un problème également. Quand on regarde tous ces changements, j'y reviens. Depuis l'adoption, il y a les RTS niveau 2, ensuite un communiqué. Enfin, il y a eu une série de 5 questions et réponses, et ensuite une déclaration par des superviseurs. Donc 8 clarifications en l'espace de 2 ans.
Et maintenant, on essaie de trouver une solution rapide. Et la Commission, vous dites maintenant qu'on doit réaliser une étude, l'analyser et réaliser la révision quand c'est véritablement prévu par les réglementations d'ici 2 ans. Mais il faut cesser de changer parce que cela ne fait qu'augmenter nos coûts sans améliorer la situation pour le consommateur. Parce que toutes les propositions qu'on voit sur la table ne fonctionnent pas et n'améliorent pas les choses. Mon dernier point, désolé, c'est est-ce que l'Europe est prête pour le monde numérique, comme Martin on a parlé également. Là, se trouvent 2 problèmes, 2 questions. Les passes connectées ou automatisées et cyber. Je serai bref. Quand on regarde, c'est assez intéressant de voir comment l'Europe gère les données. Et là, je fais une comparaison mondiale. Quand on regarde la Chine, les données sont détenues par les États. Aux États-Unis, c'est détenu par les grosses entreprises. En Europe, nous avons décidé que les données doivent être la propriété des consommateurs et c'est la bonne décision. Et nous pensons également que cela devrait être le cas. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Parce que quand on regarde les voitures connectées et automatisées, qui détient les données? Ce sont les fabricants de voitures. Et un consommateur ne peut jamais décider à qui il donne l'accès. Parce que les fabricants d'automobiles ont des faits techniques. Depuis 5 ans, nous avons discuté avec la Commission au niveau de 4 DG différents. Et nous avons tellement d'études qui montrent maintenant que cela est un fait. Et on ne voit toujours pas de changement. Par conséquent, quel est le défi pour nous maintenant? De convaincre la prochaine Commission qu'il faut véritablement s'assurer que le consommateur puisse décider avec qui il voudrait partager les données et nous, assureurs, on serait prêts à être en concurrence avec tous les autres. Mais on ne pense pas que les fabricants d'automobiles devraient avoir un avantage. Le dernier point, le cyber. Nous avons un cybermarché, 85% aux États-Unis, 8% en Europe. Environ 7% au Royaume-Uni. Après le Brexit, il nous reste très peu. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont tellement forts dans ce domaine? C'est là pour 2 raisons. Il y a un devoir de collecter des données sur les toutes violations cyber et les secteurs de l'assurance doivent agréger les données. En Europe, avec RGPD, maintenant, les données sont collectées, mais pas partagées avec l'industrie. Ça, c'est la 2e étape. On ne cherche pas à avoir des données individuelles, mais des données agrégées, anonymisées. En Europe, il y a 3 ans, on avait développé un modèle de violation de données privées qui doivent être notifiées. On travaille également avec la Commission et on voudrait remercier l'EIOPA du fait de dire maintenant que c'est important d'améliorer les choses sur le marché cyber. Le risque cyber, ce n'est pas simplement un risque pour nous, mais l'industrie peut jouer un rôle positif. En somme, quand je regarde la prochaine commission, j'espère que dans 5 ans, je pourrai m'asseoir ici et dire qu'il y a eu une révision de la solvabilité 2 qui nous a permis d'être plus compétitifs à l'échelle mondiale et de faire une contribution réelle pour ce qui est du financement durable, pour aider les retraités. Et j'espère pouvoir revenir et vous dire qu'on a arrêté une approche d'essai et erreur. Et pour ce qui est du cyber, que nous avons pris les bonnes décisions. Désolé d'avoir été un peu trop longue, mais je voulais vous donner tout un panorama des défis devant nous et ils sont énormes. Specific issues. Alors, les régulateurs, vous pourriez peut-être répondre à certaines des questions qui ont été soulevées. En tout cas, merci de nous avoir fait part de cette partie. Je vous demande à présent, madame, la question évidente. Alors, le Brexit. Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que la numérisation pourrait aider à la transition? Évidemment, donc on en a parlé, il y a l'interaction, c'est très difficile de l'isoler parce que le monde a été confronté à des changements fondamentaux depuis 2008. Donc la stabilité financière et la protection des consommateurs étant à juste titre
la principale préoccupation des régulateurs. Donc, il en résulte une réglementation de plus en plus détaillée, hein, donc l'exemple GDPR et aussi des propositions de modification de la réglementation sur la solvabilité. Mais donc la mondialisation a été et est toujours perçue par la plupart quand même comme des économistes comme un avantage. Et donc pour le monde de l'assurance, la mondialisation signifie quand même une répartition des risques et donc des coûts de couverture plus favorables. Et c'est dans cet esprit que des efforts ont été faits et sont faits au sein de l'IAS pour établir des normes afin d'harmoniser les réglementations au niveau mondial. Et le Brexit va certainement, je dirais, changer les relations. Donc, il y a des acteurs qui ont agi rapidement, donc ils se sont préparés, donc sachant que, je dirais, il y a des incertitudes, évidemment, concernant les relations futures entre l'Union et le UK, et surtout en ce qui concerne la manière dont le secteur financier britannique peut rester un acteur clé sur le marché continental. Il y a clair qu'il y a des coûts et des défis qui sont associés. Donc, j'ai lu récemment, donc EY a parlé du fait que l'effet peut être qu'il y a autour de 7000, je dirais, personnes qui pourraient être transférées, délocalisées de Londres à l'Europe. Et qu'en même temps, on parlait des valeurs d'actifs qui pourraient quitter d'environnement de 1000 milliards de livres. Donc, on parlait quand même des grands mouvements. Et donc, c'est certain que cependant que l'UK quitte, et éventuellement après une période de transition, que les règles communautaires cesseront de s'appliquer au secteur financier britannique. Et donc ça crée des nouvelles opportunités pour l'UK, mais en même temps il y a des avantages qui vont quand même disparaître, tels que la liberté de service et l'union douanière. Donc c'est sûr que donc, sachant que les acteurs, les institutions financières et les intermédiaires britanniques deviendront donc effectivement des entités des pays tiers, donc leur accès contenu au marché de l'Union sera tout sauf évident, hein, puisque la liberté de service ne sera plus une option. Et entre-temps, l'Union a indiqué clairement qu'elle respectera les normes de l'Union dans l'ère post-Brexit. Donc, par exemple, l'EIOPA a clairement identifié, je dirais, donc, le fait qu'on doit rester pleinement conforme aux normes de l'IDD. Et donc, cette position a un impact évidemment aux intermédiaires d'assurance britanniques parce qu'ils vont devoir s'adapter. Pas tout le monde a les moyens de faire face à augmenter, je dirais, les coûts liés à s'installer, évidemment, dans une entité européenne. Mais donc, c'est pour certains, je dirais, un challenge. Ils vont peut-être disparaître, donc, les acteurs. Il y en a d'autres qui voient ça comme une opportunité pour pouvoir quand même, je dirais, se développer donc, au niveau de l'Union. Et donc, avec Solvabilité 2, l'Union a réussi à vraiment influencer le rythme de la mondialisation et plus encore son contenu. Et le Brexit semble vouloir arrêter cette tendance, du moins en ce qui concerne le poids de la réglementation financière européenne sur le marché mondial. Et nous ne savons pas aujourd'hui quels sont les détails des accords des Brexit peuvent signifier. Mais donc, politiquement, il semble que UK ne veuille plus à accepter l'harmonisation dans le contexte de l'Union, mais pourrait choisir d'aligner sa réglementation sur les principes en vigueur, notamment aux États-Unis. Donc, ça pourrait avoir des conséquences, mais donc majeures sur les assureurs actifs mondiaux. Donc, il y avait la question, je dirais, plutôt court terme, donc de savoir comment honorer les contrats existants après le Brexit. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises, comme notamment Lloyd's, qui s'est installée à Bruxelles, dans l'intérêt de tous les assurés européens. Et pour leur offrant, effectivement, une sécurité contractuelle et aussi continuer un service de premier ordre. Mais cependant, donc, ce qui est important, je pense, c'est que chaque pièce a deux faces. Hein. Donc, après le Brexit, le UK traduirait probablement des nouvelles perspectives sur la mondialisation des services financiers en leur ajustant à sa réglementation financière actuelle. Donc, vraiment, qu'on appelle en anglais des nouveaux insights. Hein. Donc, il y aura ça sera utile, je pense, pour l'Union de ne pas simplement rejeter ces changements comme des excroissances du Brexit. Au contraire, je pense que ce serait important que l'Union ferait bien étudier ces nouveaux moyens de développer, de réglementer l'activité et de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit, de take the good bits, hein, mais aussi d'en tirer les leçons
pour des développements utiles, y compris dans le cadre des pratiques et réglementations financières européennes. Très bien. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Donc, pas complètement alarmiste, mais réaliste comme point de vue sur le Brexit. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Laurent, pour refaire un point final, peut-être plus sur les grands bouleversements, la façon dont ils affectent le secteur assurantiel et cet environnement de volatilité. Merci beaucoup. And would like to start thanking. J'aimerais d'abord remercier Michael pour la franchise de ses propos. Surtout par rapport aux réglementations européennes. Sur le sujet de la volatilité et des bouleversements qui affectent le secteur, je voudrais commencer en disant que la volatilité, finalement, c'est une autre manière de qualifier l'aléa. L'aléa, c'est le métier des assureurs. Et donc, cet environnement, comme l'a dit Florence Lussmann, notre présidente, offre pour nous, assureurs, indéniablement de nouvelles opportunités. Pour autant, il faut que nous prenions la mesure de ces bouleversements, parce que travailler avec l'aléa signifie travailler avec la prédictivité des phénomènes et avec les probabilités que l'on peut attribuer à tel et tel événement. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord, que nous constatons tous qu'il y a des bouleversements majeurs qui sont à l'œuvre dans 3 domaines, démographique, climatologique et économique. Dans le domaine démographique, la pression migratoire, le renversement des forces au plan générationnel dans les sociétés, avec de plus en plus de questions sur le financement des retraites, et on le voit y compris dans la relation sociale et dans les phénomènes comme les gilets jaunes en France, les problèmes de financement des systèmes de soins et de protection sociale, avec également l'inflation des coûts que la technologie permet de mettre à jour. Donc un fort bouleversement démographique, l'assureur étant par définition un partenaire de la société dans ce qu'il permet de protéger des phénomènes, dans ce qu'il permet de tenir une promesse sur une durée longue, est affecté fortement par ces bouleversements. Bouleversements climatologiques, inutile d'en faire trop long là-dessus, tout le monde a en tête, bien sûr que les catastrophes très importantes de type Katrina, 100 milliards de dollars de dégâts, ou Lothar et Martin, 13 milliards en France, vont peut-être se présenter à une fréquence plus grande, et que donc on n'est plus sur des événements bicentenaires ou tricentenaires, comme on avait l'occasion de le dire. Mais je pense surtout que l'on voit se multiplier avec une fréquence élevée des événements soudains, très localisés, très inattendus, avec des niveaux de dommages qu'il nous faut prendre en compte en tant qu'assureur. Juste un chiffre, 3,5 milliards de dommages sur les catastrophes naturelles en France en 2018. Il n'y a pas eu de grandes catastrophes naturelles et climatiques en France en 2018, mais 3,5 milliards, c'est entre 1,5 fois et 2 fois une année normale de ce type d'événement. Et ce que nous voyons, c'est qu'à ces événements-là violents succèdent d'autres événements, la sécheresse, les dégâts causés aux bâtiments et la manière de ensuite voir émerger ces sinistres au cours du temps. Donc ce changement climatologique démographique nous impose, en termes de recherche, en termes d'intégration dans nos primes pures, dans la vision des lois de probabilité de survenance, de changer les repères auxquels nous étions habitués. Et enfin, bouleversement économique, bien sûr, même s'il y a un panel dédié cet après-midi au taux négatif, je voudrais en dire un mot parce que c'est absolument essentiel. En tant qu'assureur, nous sommes par construction gestionnaires d'épargne, aussi bien en assurance vie qu'en assurance dommage, de par l'infection du cycle de production, et nous avons intégré dans la manière de faire notre métier le fait que nous étions gestionnaires d'épargne, le fait que nous avions des actifs. Or, aujourd'hui, les repères sont complètement bouleversés, et je pense que nous sommes conscients, de plus en plus conscients, que nous ne devons pas tenir de ce point de vue-là un discours, je dirais, non responsable. Il y a un changement fondamental de ce point de vue dans nos business models, dans notre économie. Certes, nous sommes heureux de pouvoir affirmer que les assureurs en général, les assureurs français en particulier, sont très solides et que rien n'est remis en cause par cette situation, des engagements déjà pris. Par contre, dans la manière d'effectuer notre travail, de nous projeter sur l'avenir, de prendre nos engagements ou de gérer l'épargne, nous devons tenir compte de ce domaine-là, d'autant plus que
L'une de nos missions, c'est quelque part d'être un contributeur à la croissance. Il y a 1700 milliards d'euros en France qui sont en assurance vie, donc à peu près 1400 en fonds euros et 300 dans des unités de compte. Notre vocation sera d'aider à la croissance par les investissements que nous faisons, mais ce que nous voyons, c'est que ce phénomène des taux négatifs risque avant tout d'amener, comme il était dit de façon très puissante par M. de la Rosière, un risque de déflation qui ensuite emporte des conséquences économiques majeures. Et donc, comment les assureurs vont réagir face à ces défis? Je pense que l'une des caractéristiques de notre profession, c'est la capacité à prendre des engagements à long terme et à conserver les engagements même quand les certitudes changent. J'écoutais avec intérêt tout à l'heure l'expression « l'inflation tant désirée par les banquiers centraux ». Et je me souvenais, ayant été étudiant dans les années 80, que toute la construction européenne autour des banques centrales était faite pour tuer le monstre inflation. Le problème, c'est que parfois on a continué à tuer le monstre déjà mort et qu'on n'a pas vu comment est-ce que l'économie changeait et comment l'évolution devant nous allait poser un problème en termes de croissance et en termes de déroulement des cycles. Et de ce fait, je pense que notre vertu, notre principale à nous, assureurs, est de pouvoir avoir des convictions qui vont être robustes vis-à-vis de tous ces éléments et qui vont permettre, au-delà des modèles qui sont nécessaires mais qui ne sont pas suffisants, d'avoir une vision à long terme qui sera maintenue. Je pense que de ce point de vue-là, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, tant en termes de recherche et de travail sur l'intégration des phénomènes technologiques, des conséquences tirées des datas très nombreuses que nous avons, des données très nombreuses et très volumineuses que nous avons, et la manière dont nous orientons notre politique d'investissement sera une manière de répondre à ces défis. Juste un mot pour dire ça. Nous avons aujourd'hui, dans le domaine de la prévention, de l'anticipation, un très grand rôle de pédagogie en fait à jouer, de par cette vision à long terme, pour essayer de décrypter d'une certaine manière ces phénomènes pour nos clients à travers nos réseaux, d'expliquer les contraintes nouvelles qui se présentent et de pouvoir ensuite le traduire en offre, en service, en conseil, en produit, en investissement qui soit adapté à la situation présente. Et peut-être y reviendrons-nous dans un instant pour dire un mot sur la manière dont nous devons réinventer le modèle de l'épargne en France, notamment pour le rendre plus productif, plus dirigé vers les entreprises et l'économie, et plus accepté par les épargnants français qui ont malheureusement en tête une référence unique et celle du livret A qui n'est pas très productive du point de vue de la croissance économique. Dernier mot en termes des bouleversements et de la volatilité, ça a été évoqué mais je ne peux pas ne pas l'évoquer aussi, c'est les bouleversements réglementaires, les changements de points de repère qui risquent par leur procyclicité, d'être un facteur supplémentaire de déstabilisation. Et je voudrais juste dire un mot de ce point de vue-là sur la manière dont s'approche la mise en œuvre des règles IFRS 17, qui, une nouvelle fois, sont un phénomène purement européen sur les passifs d'assurance et d'assurance vie notamment. Il est extrêmement important, du point de vue de la stabilité de l'ensemble du système, qu'il n'y ait pas, de ce point de vue-là, un bouleversement qui, par les pertes de repères qu'il engendrerait, conduirait à des décisions qui ne seraient pas en phase avec cette vocation des assureurs qui ont la capacité à prendre des engagements à long terme. Très bien, merci pour ce tour d'horizon très complet. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets assez différents. On va enchaîner maintenant sur une discussion un peu plus libre peut-être avant de donner la parole à la salle. Il y aurait 3 points peut-être sur lesquels on peut revenir. D'abord la régulation. Est-ce que, et vous pourrez tous vous exprimer là-dessus, est-ce que la stabilité de la régulation c'est une réponse à cet environnement de volatilité, ou est-ce que justement on doit avoir des ajustements ici? Oui, lesquels? Quel équilibre entre ces deux approches? Voilà. Est-ce que peut-être comme vous avez été eu quelques mis en cause. Je voulais pas le dire comme ça, mais vous avez le droit de répondre. Quand je partage un panel avec Michaela, j'ai beaucoup de travail à faire. No, since Michaela highlighted a number of very. Michaela a mis en relief un certain nombre de points très saillants et intéressants en anglais. Je vais essayer de répondre en anglais. D'abord sur la revue de Solvabilité 2, je sens très souvent une tension entre le fait que les personnes souhaitent une consolidation dans le domaine de l'assurance, les gens ne veulent pas avoir une révision complète de la solvabilité. En même temps, les parties prenantes énumèrent un certain nombre de sujets qu'il faut aborder et résoudre et qui potentiellement pourraient mener
à une révision très importante du système. Je sais que Michaela, ce n'est pas tout à fait vrai pour vous. Vous avez dit que vos priorités étaient bien plus sur les investissements long terme et le traitement en même temps des activités long terme des compagnies assurantielles. Donc on en prend bonne note et on travaille d'arrache-pied là-dessus avec la IOPA. En même temps, je dois dire à nouveau que les données qu'on obtient sur ce sujet n'est pas si claires et nettes, et dans la mesure où solvabilité 2 gêne l'investissement à long terme, ça ne ressort pas de manière très claire à partir des données que nous avons. Donc il va falloir travailler plus durement là-dessus pour s'assurer qu'on peut désenchevêtrer les effets de solvabilité 2 d'autres types d'effets. Et là, bien entendu, ça semble être limité de se concentrer uniquement sur les activités long terme et les investissements à long terme des assureurs, mais les implications peuvent être très importantes. Ce qui est sous-jacent à cela, c'est l'utilisation des valorisations cohérentes, régulières dans le marché qui sont dans la solvabilité. Est-ce qu'on veut mettre en question cela? Et si on ne veut pas mettre cela en question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter justement les investissements à long terme? Est-ce qu'il s'agit de jouer ici et là avec les exigences en termes des capitaux, mais il faut s'assurer de faire cela de façon saine et prudentielle? Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas si simple à faire. Puis il y a la question des retraites également. Vous avez mentionné le gap, l'écart de pension. On a actuellement des groupes d'experts de très haut niveau mis sur pied par la Commission qui travaillent sur la question et qui devraient faire une recommandation d'ici la fin de l'année. Mais là également, il y a plusieurs types de réformes qui peuvent être mises en œuvre par les États membres qui sont en fin de compte responsables pour les systèmes de retraite. Certaines réformes peuvent donner des rôles plus importants aux retraites complémentaires, d'autres pas. Nous, on pense dans la contribution très utile de ces pensions complémentaires. C'est pour cela que la Commission, justement, a déposé une proposition législative sur des produits de ce type, et ça a été approuvé par le Conseil et le Parlement, et qui en ce moment est en train d'être déroulé, déployé en même temps. Dans une grande mesure, la responsabilité est entre les mains des États membres. Par exemple, le PEP ne va pas décoller si les États membres ne mettent pas les incitations en termes d'impôts et de taxes pour que cela fonctionne comme il faut. Et là aussi, il faudra, on attend de voir que les États membres fassent ce qui est nécessaire pour que ce produit puisse prendre son essor, de sorte qu'il fasse une contribution positive pour tenir compte du problème budgétaire. Je ne veux pas trop m'attarder sur le PRIPS, juste pour vous dire que le PRIPS probablement est un bon exemple des difficultés que nous rencontrons pour la réglementation dans un seul contexte, différents types de fournisseurs qui sont en concurrence sur le marché. On a besoin de trouver un seul cadre réglementaire qui s'assure qu'on a, pour les différents fournisseurs, tout le monde est au même niveau en admettant les différents modèles économiques et les différents produits qu'ils ont. Il faut reconnaître cela. J'espère qu'avec les PEP, on va trouver un meilleur équilibre. À cet égard, les PEP, c'est probablement un domaine où il faudra faire encore plus d'efforts, mais je suis d'accord avec vous que plutôt que constamment changer le cadre, ce qu'il est nécessaire ici, c'est probablement de faire la pause et un examen général de ce cas des PIPS. Finalement, concernant la portabilité des données, c'est un domaine qui est clairement transverse, qui affectera différents secteurs, et c'est une nouvelle problématique face à laquelle nous devons nous positionner, et nous sommes en train de le faire, et il y a cette tendance vers une économie centrée sur les données, cette data-driven economy en anglais. Il nous faudra adapter notre cadre réglementaire pour nous assurer que les fournisseurs de services financiers et les assureurs pourront en bénéficier, tout en respectant bien sûr les préoccupations des consommateurs. Ce qu'on peut dire ici est que la Commission regarde ce domaine de façon
très approfondie. Ce sera une des priorités de la prochaine commission, y compris concernant les données détenues par les fabricants, notamment dans le domaine automobile, mais il faudra un petit peu de patience. Nous travaillons sur cette question et il y aura des résultats. Jean-Laurent Granier, votre vision donc sur ces évolutions? Solvency II a permis de faire un énorme progrès dans la gestion des risques au sein des institutions financières, dans le pilotage par les risques et dans la capacité endogène dont nous avons été amenés à nous doter pour analyser nos risques. De mon point de vue, deux choses sont particulièrement préoccupantes. L'une, c'est l'horizon court terme dans la mise en œuvre avec l'horizon à 1 an de Solvency II. D'autre côté, c'est la procyclicité. Parce que même si l'on dit qu'il y a à faire le disentanglement entre l'influence Solvency II et le reste, je me vois obligé de dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut avoir une charge en capital la plus faible possible au niveau des actifs, on est incité à investir dans quoi? Dans des obligations d'État à taux négatif. Ce qui a une double conséquence, c'est que si on suit purement, j'allais dire, ce framework, d'une part, on n'investisse pas dans aucun autre type d'actif, et d'autre part, on est certain de mettre sur le balance sheet des assureurs des actifs au prix record, le plus haut jamais atteint du fait de la situation actuelle des taux, et du coup, avec une perspective unique qui est, en cas de changement de l'environnement, de voir la valeur de ces actifs baisser et des moins-values se réaliser. Et de mon point de vue, s'il y a un élément à changer, c'est celui-là. Car cette procyclicité conduit aujourd'hui à se porter sur les actifs dont nous savons, avec du bon sens, et là encore, M. Delarosière le disait tout à l'heure, qu'à un moment donné, quand les taux des banques centrales, quand les taux des émetteurs nationaux sont à moins 0,2, moins 0,4, la possibilité de baisser n'est plus très grande. Et que donc, lorsqu'on est incité à acheter des actifs à ce niveau-là, la seule perspective qu'on a, c'est de voir leur valeur baisser. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment un point absolument fondamental. Et ce double phénomène de dire il faut allonger l'horizon pour être capable de favoriser, d'appréhender d'une manière plus prudentiellement plus positive le fait de prendre du risque à moyen et long terme, et donc de ce point de vue-là, bien sûr, le travail fait sur les infrastructures est très positif, et d'autre part, le fait de régler ce sujet de procyclicité qui, dans les arbitrages court terme qu'il conduit à faire, sont, de mon point de vue, y compris défavorables à la solvabilité et à la sécurité du secteur. Et c'est là qu'on voit le lien, effectivement, avec d'autres dossiers, le traitement de la pondération au risque des actifs souverains, etc., qui sont associés à d'autres difficultés politiques aujourd'hui, et on n'aura pas la réponse dans les mois qui viennent. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je voulais peut-être ajouter un point concernant les technologies innovantes, l'innovation, puisque ça a été un défi pour les régulateurs européens. D'un côté, il nous faut mettre en application les normes pour protéger les consommateurs. De l'autre côté, il faut que les acteurs du secteur puissent innover et s'engager pleinement dans ce nouvel environnement économique et prospérer avec les outils technologiques. L'histoire récente a montré que les entreprises n'attendaient pas, ils n'attendent pas les régulateurs. Ils ne l'ont jamais fait. Donc il nous faut, nous, régulateurs, anticiper par rapport aux évolutions autour de nous, si on voit, par exemple, des grandes villes comme Tel Aviv, New York, Singapour, si on regarde ce qu'ils font, les régulateurs soutiennent et aident les acteurs sectoriels, les aident à se développer. C'est très important, effectivement, de suivre leur exemple et de voir ce qu'on peut faire dans le domaine. Et si je peux ajouter ici, je pense qu'il serait intéressant de revenir aux choses élémentaires. Un des gros défis est d'aider les assureurs à protéger les consommateurs des risques, des grands défis du monde, plutôt que d'essayer de protéger les consommateurs de risques endogènes, de risques qui viendraient du secteur assurantiel. Les consommateurs n'ont pas besoin d'être protégés de risques qui viendraient du secteur de l'assurance, mais ils ont besoin d'être protégés des risques provenant du monde extérieur. Et c'est pour ça que la référence avec la réglementation PRIIPs est très importante. En France, on dit trop d'impôts tue d'impôts. Avec la réglementation PRIIPs, on voit bien que trop d'informations tue l'information. Par rapport à ce que vous venez de dire, oui, tout à fait. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a énormément de bonnes intentions et c'est une bonne chose, mais on voit bien que
tout un tas de mesures prises par l'Union européenne partent d'une bonne intention, puis on voit arriver cette démarche de supervision qui rajoute des couches et force à davantage de précautions. Quand on regarde d'autres régions du monde, on voit des superviseurs qui identifient les risques, qui suivent ces risques, puis qui voient un petit peu comment les choses se développent après un petit peu de temps, après avoir suivi ces risques, s'ils réagissent ou pas. En Europe, on prend toujours des scénarios du pire et avec une réponse immédiate de la part des autorités, des régulateurs, des superviseurs sur la base de ces scénarios du pire. Et on a vu en 2018 que la revue du cadre Solvabilité 2, les solutions avec le taux d'intérêt ont été immédiatement proposé par l'EIOPA. La proposition immédiate était 300 milliards. On se retrouve à 30-40 milliards aujourd'hui. Bien sûr, on peut prendre la position d'un taux d'intérêt si on arrive à moins 3, moins 5, moins 10, on prend les positions conservateurs. Mais quand on est trop conservateur, on bloque l'économie et le secteur assurantiel ne peut pas fournir la valeur ajoutée qui est attendue de lui. Donc c'est ça qu'il faut changer, cette démarche. Démarche où on veut avoir la ceinture, les bretelles et on limite les vitesses à 30 au lieu de les limiter à 80 comme sur les routes françaises. Ce que vous venez de dire est ce qu'on appelle le principe de précaution en français, n'est-ce pas? Et les Français sont très attachés à ce principe de précaution, à l'inverse de certaines autres pays européens peut-être. Je comprends ce que vous voulez dire. La notion que dans le secteur financier, nous devrions attendre de voir les risques se concrétiser avant de réagir à ces risques. Et c'est probablement un petit peu délicat et dangereux, notamment si on veut appliquer cela au secteur assurantiel et au secteur bancaire. Je pense qu'il nous faut faire très attention ici. Mais je vois votre argument. Et pour les superviseurs, sachant que les superviseurs ont un grand degré d'influence sur l'évolution des règles, des réglementations, mais les superviseurs sont comme tout le monde. Ils veulent pouvoir dormir sans trop de soucis. Et les principes prudentiels par rapport au cadre de solvabilité, au cadre tout ce cadre doit guider l'activité des entreprises. Encore une fois, tous ces règlements ne sont pas seulement adoptés par le superviseur, ils sont adoptés par les parlementaires européens et par les autorités et les instances européennes. Et les ministres, les différents ministres ont leur propre position à prendre et leur responsabilité sur ce que peut faire et ce que doit faire et ne peut pas et ne doit pas faire les acteurs de l'assurance. Mais encore une fois, je reviens aux données ici. Nous avons besoin d'avoir une assurance suffisante, que les superviseurs adoptent une politique prudente pour donner un petit peu plus de marge de manœuvre aux assureurs. Et là, la contribution des assureurs est essentielle. Et très souvent, cette contribution, je dois le dire, est décevante. Si je me souviens de l'appel à conseil que le commissaire aux services financiers précédent a lancé pour mieux comprendre l'impact cumulé des différents règlements, des différents législations s'appliquant au secteur financier, mais les réponses que nous avons étaient très décevantes et ne nous ont pas permis de façon efficace d'atténuer, d'alléger le fardeau qui est perçu par un certain nombre d'acteurs. Donc il faut travailler mieux et davantage dans ce domaine. Est-ce qu'on ouvre les questions à l'auditoire? Si vous avez des questions, posez vos questions en anglais ou en français. Dans le micro par contre. Je pense que je vais faire un commentaire plutôt qu'une question. Nous sommes tous préoccupés par le Brexit, n'est-ce pas? D'un point de vue personnel, je pense que c'est une énorme erreur de nous séparer de ce marché énorme, mais malheureusement, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Ma question: quel degré d'alignement devrions-nous avoir à l'avenir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en termes de réglementation, y compris en termes de réglementation financière?
il y a une préoccupation très largement partagée en Europe que le Royaume-Uni va devenir Singapour sur Tamise en déréglementant massivement. Ce n'est pas ce que le secteur financier britannique veut faire. Soyons très clairs, les avantages d'un alignement sur les positions européennes et le cadre européen seront énormes à la fois pour les services financiers, les services assurantiels au Royaume-Uni et ses acteurs. Donc vous pouvez voir qu'il y a un vrai risque de divergence si, par exemple, les résultats des négociations étaient très désavantageux par rapport aux intérêts britanniques, mais nous ne souhaiterions pas aller dans ce sens-là. Il est important de faire ce voyage ensemble dans ce nouvel environnement, et en ce qui nous concerne, nous allons œuvrer à cela. Espérons que... Alors ne gonflons pas les fantômes du Brexit. Il faut prendre le risque et l'évaluer à sa juste proportion. J'ai déjà parlé la réponse de cette question lorsque je suis intervenu. Effectivement, il faut regarder les deux côtés de la pièce. Il faut également donner de nouvelles... cette situation va générer de nouvelles opportunités. Et du côté de l'Union européenne, il nous faut suivre le développement, les évolutions de façon très précautionneuse et identifier les facteurs positifs qui nous aideront à effectivement aligner les intérêts et également les intérêts des régulateurs du deux côtés de la Manche. Donc je crois effectivement que le Brexit, malheureusement, est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. On ne va pas pouvoir la changer et donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont, prendre en compte les impacts des deux côtés qui ne sont pas encore tous bien connus. Il y a quelques indications de ce qu'ils seront, mais nous ne savons pas encore ce que deviendra les réglementations. Donc ce sera une occasion pour tous de voir comment on peut œuvrer dans ce cadre global. Et encore une fois, la réponse sera dans les mains des acteurs britanniques. Le Royaume-Uni peut choisir entre la possibilité de s'aligner sur le cadre et le régime réglementaire communautaire, ce qui leur permettra d'accéder au marché unique, ou alors ils décideront de se distancier du cadre réglementaire qui est en place au sein de l'Union européenne en tentant d'offrir aux entreprises britanniques des avantages concurrentiels sans avoir accès au marché commun, au marché unique. C'est effectivement un compromis, ou en tout cas une analyse qui devra être faite par les acteurs britanniques. Voulez-vous ajouter quelque chose? Y a-t-il d'autres questions en anglais ou en français dans le micro? Je comprends parfaitement ce que vous avez dit, Monsieur Merlin, mais je ne suis pas totalement convaincu du fait que la Commission et la commissaire, du fait que depuis 2 ans, a eu énormément de mal avec la situation récente, et il ne faut pas considérer que les chemins que les Britanniques veulent suivre seraient nécessairement de mauvais chemins. Et donc il faut garder un esprit très ouvert par rapport à cette situation. Sinon, nous serons nous serons tenus à l'écart de l'Europe et on voit et on sera victime de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis par exemple, et il est important de rester unis, et le Royaume-Uni pour le moment est prêt à être en cohérence avec les orientations suivies par l'Union européenne. Si le Royaume-Uni devait se distancier des positions britanniques, il pourrait y avoir des désavantages des deux côtés. Et donc il faut accepter effectivement qu'il y a des divergences de vues, y compris en termes de solvabilité 2. Il y a toujours eu des divergences de vues, effectivement. Ce qu'il nous faut éviter, c'est ce nivellement vers le bas des normes réglementaires, et si sur certains points de détail
nous voyons des opportunités pour alléger le fardeau tel qu'il est perçu par les acteurs britanniques. Après une analyse approfondie de ces questions, nous prendrons nos responsabilités. Nous ne disons pas que le régime Solvabilité est parfait, qu'il ne doit pas être modifié, sinon nous n'engagerions pas la revue du cadre Solvabilité qui est en cours. Une dernière question peut-être ? Régulateur, mais aussi pour la Commission européenne. Avec la révision de Solvabilité 2, on va prendre évidemment un peu de temps, puisque toute réforme, je dirais, de ce type prend du temps. Est-ce qu'avec la politique de taux bas actuelle, il ne faudrait pas accélérer par une mesure peut-être un petit peu plus exceptionnelle que d'habitude la révision de Solvabilité 2 ? Parce que si on prend l'exemple du long-term investment pour les infrastructures, on a vu le temps que cela a mis sous la pression, je dirais, des opérateurs pour obtenir le desserrement des règles de Solvabilité 2. Est-ce que pour le contexte actuel, on pourrait imaginer une procédure accélérée pour la révision de Solvabilité 2 dans ce domaine-là? Nous sommes conscients de l'urgence de la situation. Dans le même temps, il faut faire les choses bien, faire les choses correctement. Ça prend nécessairement un petit peu de temps. La finalisation de la revue est prévue pour la fin de 2020, ce qui n'est pas beaucoup, étant donné la complexité des sujets qu'il faut traiter. Et nous espérons que par la suite, une négociation rapide pourra se conclure au Conseil et au Parlement. Cela dit, si nous sommes convaincus qu'une mesure d'urgence est nécessaire, c'est quelque chose qui est évidemment possible, qui a été fait dans le passé. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette conclusion. Très bien. Sur ce point, il me semble qu'on a couvert beaucoup de sujets. Moi, je retire trois grands axes. Le premier axe, c'est le long terme. C'est revenu dans tous vos propos. Le fait qu'on doive traiter non seulement l'actif, mais aussi le passif assurantiel selon cette ligne. Ça a des implications pour la valorisation des actifs, mais aussi le traitement bilanciel de façon générale. Ça a des implications aussi pour internaliser ce que vous évoquiez tout à l'heure, la dimension sociale et économique, le rôle de l'assureur dans ces externalités-là qui n'ont pas toujours été internalisées. Deuxième point, c'est la rareté de certains actifs, les actifs verts, les actifs longs, les actifs sûrs. C'est quelque chose qui nous préoccupe aussi à la Banque centrale. Et enfin, les taux négatifs, bien sûr, c'est revenu de façon subliminale et de façon explicite dans la plupart des propos. Je remercie les panélistes pour une discussion très vive. Et Thank you.